Benoît Langard, je suis ergonome à l'OPP BTP, c'est l'organisme de prévention du BTP. Très bien, je vous laisse la parole et puis pareil que tout à l'heure, vous avez un temps de réponse, questions-réponses à la fin d'une dizaine de minutes. Donc bonne intervention. Merci. Très bien, merci. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir petite définition de l'exosquelette, parce que finalement on a beaucoup parlé ce matin, mais sans rentrer dans les détails. Et puis différence entre ce qu'on va appeler nous un dispositif d'assistance physique et puis un exosquelette. La position de l'OPP BTP sur le sujet, vous allez voir, elle est très similaire à celle de la MSA et de la RACT. Et puis des exemples d'applications et d'études dans le BTP. Donc, exosquelette, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'un dispositif d'assistance physique? La différence avec un exosquelette. La différence entre homme préservé et homme augmenté. Et puis les liens qu'on peut faire entre BTP et agriculture, en lien avec l'exosquelette bien évidemment. Alors, on va parler de dispositifs d'assistance physique pour tout ce qui va permettre d'aider l'opérateur, le compagnon, on dit dans le BTP, le travailleur, à faire un geste qui va être physique pénible. Il peut y avoir des dispositifs d'assistance passifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apport d'énergie. Ça va être des ressorts, des câbles, des tendeurs, des poulies avec des contrepoids. Il n'y a pas d'apport d'énergie. Et puis, il va y avoir des dispositifs actifs. On a un apport d'énergie, ça peut être pneumatique, hydraulique, électrique. Le plus souvent, c'est électrique, avec des moteurs et quelque chose qui va amener de l'énergie. Dans les deux cas que vous avez là, ils sont sur point fixe, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur l'opérateur. Alors, on va pas utiliser le laser, c'est pas grave. Du coup, on va avoir un point fixe qui peut être, comme on le voit ici, une sorte de cadre avec une poulie et un contrepoids. Ça peut être une sorte de mini-grue, etc. Ou, comme on voit là-bas, là on est carrément sur du cobo, c'est du robot collaboratif. Et donc ça va permettre d'aider l'opérateur avec une source d'énergie supplémentaire. Et puis on va avoir la même chose sur l'opérateur. Et donc c'est là où on va parler d'exosquelette. C'est-à-dire que le dispositif est porté par l'opérateur. Et de la même manière, on va avoir des exosquelettes passifs, c'est ce dont on a parlé ce matin principalement, hein, avec des tissus élastiques, des ressorts, des vérins parfois. Et puis des dispositifs actifs, où là on va avoir le plus souvent une batterie et des moteurs électriques. Des exemples, dispositifs passifs, on va avoir des dispositifs d'aide à la manutention là principalement, et puis des dispositifs actifs où on va avoir encore une fois un apport d'énergie. Là par exemple pour soulager les lombaires sur le troisième. Alors, nous on n'y croit pas trop, à part peut-être pour la prévention tertiaire du maintien en emploi, mais voilà. Ou alors des dispositifs un peu plus futuristes mais qui existent déjà, développés par l'armée américaine. Et là, on va commencer à aborder la notion de report de charge. C'est-à-dire que finalement, à part pour le dernier, la charge qui est soulagée à un endroit est reportée ailleurs. D'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, sur le deuxième, pour aider le dos, on va avoir un report sur les membres inférieurs. On va voir tout à l'heure pour les électriciens, on a une expérimentation avec des exosquelettes qui leur permettent de garder les bras en l'air, mais c'est reporté sur les hanches. Tout ce qu'on met, à partir du moment où c'est passif, il n'y a pas d'apport d'énergie, tout ce qu'on met comme assistance à un endroit, c'est reporté forcément sur un autre endroit. Sauf dans le dernier cas, où on va avoir un report au sol. D'accord ? Et il y a un exemple dans le BTP aussi qui s'appelle l'exopush, où là on voit peut-être pas très bien, mais sur sa jambe droite, donc à gauche du coup de l'image, on va voir il y a une jambe de force qui permet que l'énergie qui est amenée par l'exosquelette soit reportée au sol et pas sur l'opérateur. Ça c'est l'exopush avec le grand manche, vous vous en souviendrez, on en reparlera tout à l'heure. Alors, différence entre homme préservé et homme augmenté. On va avoir des représentations là sur la gauche, très américaines, très outre-Atlantique, où on va avoir tendance à présenter l'exosquelette comme une solution pour augmenter les performances de l'homme au travail, augmenter la vitesse, la force, etc. Et c'est pas du tout une approche qu'on a en Europe et en France en tout cas. On va plutôt parler de préservation de l'opérateur, du travailleur. On va chercher à lui faire les mêmes activités avec les mêmes caractéristiques, pas forcément qu'il aille plus vite,
mais que l'opérateur soit préservé, que ça lui demande moins d'efforts, que ça lui demande moins de contraintes. Alors, on l'a évoqué ce matin déjà, l'exosquelette n'est pas un EPI. Alors, pourquoi ? Parce qu'un EPI, par définition, c'est un appareil qui garantit contre un risque. C'est-à-dire que si on appelle ça un EPI, c'est qu'on est sûr et certain qu'on n'aura pas le risque qui est lié à la protection. Et pour ça, il y a des tests qui sont normés et les EPI sont certifiés. Et aujourd'hui, aucun exosquelette n'est certifié pour protéger d'un risque. Et alors, il y a les Allemands notamment voudraient bien que l'exosquelette devienne un EPI, mais en tout cas à l'heure actuelle, ça n'en est certainement pas un, et il n'y a aucune certification qui permet que ça soit aujourd'hui. Et en plus, comme ça a été dit ce matin déjà, si c'est un EPI, ça veut dire qu'on va éventuellement pouvoir le rendre obligatoire, et c'est vraiment pas le sens de la démarche. Il y a d'autres idées fausses qui ont déjà été bien élaguées ce matin. C'est utilisable immédiatement ? Non. Ça répond à toutes les situations ? Non. Ça, vous l'avez déjà vu dans la table ronde, je ne m'attarde pas. Ça améliore la productivité ? Non, pas toujours. Et en tout cas, certainement pas au début. Il y a un temps d'adaptation qui est long. Et éventuellement, des fois, on va avoir un petit gain de productivité après. Mais ça doit clairement pas être, le moteur du passage à l'exosquelette. Parce que vous allez être déçu, tout simplement. Ça augmente pas les capacités du travailleur. Alors, les liens entre BTP et agriculture, on va avoir tout un tas de facteurs qui vont nous faire dire que finalement le BTP c'est peut-être un bon terrain d'expérimentation pour l'exosquelette, notamment la sinistralité en TMS. Dans le BTP, on a 83% des maladies professionnelles qui sont des TMS. J'ai entendu ce matin Martial dire que c'était 90% dans le secteur agricole, très similaire. On va avoir de nombreuses situations de travail qui sont sollicitantes physiquement. Voilà, c'est pas forcément facile de mettre des dispositifs collectifs autour de ces situations-là. On va avoir une question d'attractivité du métier qui est une question centrale dans le BTP aujourd'hui, où les jeunes ne veulent plus venir dans le BTP. J'ai l'impression que c'est la même chose dans le milieu agricole, même si vous êtes aujourd'hui le contre-exemple, bien sûr. Mais voilà, c'est des choses qui sont similaires. Conserver les salariés expérimentés, et on a même parlé de maintien dans l'emploi ce matin. Voilà, c'est des problématiques qui sont vraiment très similaires au BTP. Et puis, oui, dernière chose, les compagnons, donc je vous l'ai dit, les compagnons, c'est les travailleurs du BTP, ont une activité qui est très déterminée par d'autres éléments extérieurs à leur propre marge de manœuvre, leur propre capacité d'agir. Ça va être la maîtrise d'ouvrage, les plans qui sont changés à la dernière minute, ça va être la capacité de stockage, mais ça va être aussi les fabricants des matériaux qui vont leur donner des sacs avec un poids donné, des éléments avec une dimension donnée sur lesquels ils n'ont pas de prise. Et finalement, ils font de la régulation de bout de chaîne qui sont souvent coûteuses. Et on va avoir aussi beaucoup de gestion d'aléas. Dans un chantier, il y a toujours des choses qui n'étaient pas prévues, qui ne marchent pas comme demandé. Et je ne connais pas extrêmement bien le milieu agricole, mais j'ai l'impression que de la même manière, c'est des problématiques que vous allez rencontrer aussi. Et puis, à l'inverse, il y a des choses qui vont peut-être freiner le développement des exosquelettes dans le BTP. Et encore une fois, on va faire le parallèle avec l'agriculture. Des contraintes liées à l'environnement de chantier ou l'environnement agricole. On est soumis aux aléas climatiques. Il pleut, il neige, il y a du vent. On est soumis, pareil, il va y avoir une diversité, une variabilité de situations de travail qui sont sans commune mesure avec une usine. Alors évidemment, les usines aujourd'hui sont plus celles d'autrefois où c'est l'opérateur qui visse le même boulon toute la journée. Les postes tournent, etc. Mais malgré tout, le poste de travail, c'est le même du lundi au vendredi. Et même si je vais tourner sur plusieurs postes de travail, c'est les mêmes postes de travail que je vais faire du lundi au vendredi. Et donc on voit bien que c'est peut-être plus facile d'amener des solutions et des choses autour d'un poste de travail qui est stable, que dans le BTP ou dans l'agriculture, on va avoir des postes de travail qui sont très variables en fonction des saisons, en fonction des jours. Dans le BTP, si en janvier on a le terrassement, en février on a la dalle, et puis en mars on est déjà au 7e étage. Donc ça bouge énormément, l'environnement de travail il est constamment changeant. Et dans l'agriculture, c'est la même chose.
Et puis du coup, il y a une question aussi de polyvalence et de performance de l'exosquelette. C'est-à-dire que plus il va être polyvalent, plus il va avoir un marché important, mais plus il doit faire tout. Et ça, on va voir que c'est pas possible. Un exosquelette, si on veut qu'il soit performant, il faut qu'il soit sur une tâche particulière, dédiée. Et du coup, évidemment, ça donne des problématiques de débouché commercial, de retour sur investissement quand on veut développer un exosquelette. Et puis, il va y avoir une diversité des opérateurs, des savoir-faire, des modes opératoires. On l'a vu ce matin avec la vigneronne qui fait 1m50, qui n'a pas les mêmes besoins que le vigneron qui fait 1m80 et qui a peut-être un peu d'embonpoint. C'est pareil dans le BTP. Mais on va aussi avoir une autre question qui va se poser, c'est que chaque opérateur, chaque compagnon va avoir un mode opératoire un peu différent, qui fait son savoir-faire technique précis. Et finalement, peut-être que si on vient pas réfléchir suffisamment en amont l'apport de nouvelles technologies comme l'exosquelette, on va avoir une standardisation du geste professionnel et finalement une perte des savoir-faire techniques qui sont liés au métier. Alors, quelle situation de travail on va voir avec les exosquelettes aujourd'hui? On va avoir du port d'outils lourds. Alors ça, je ne suis pas sûr que vous ayez le même genre de problématique dans le milieu agricole, vous me direz après. En tout cas, dans le BTP, on va avoir des gros burineurs, des choses qui font 15-20 kg, qui sont extrêmement lourds, et du coup, qui sont extrêmement difficiles à manier. Et donc, on a des exosquelettes ou des dispositifs d'assistance physique qui vont viser à permettre de faciliter l'utilisation de ce type de matériel. On va avoir de la manutention, beaucoup. Alors ça, on en trouve dans tous les métiers. Je suis sûr qu'il y en a dans le milieu agricole aussi. On va manipuler des plaques, manipuler des agglos. Voilà, on voit quelques exemples. On va avoir des postures maintenues, notamment bras en hauteur. C'est l'exemple qu'on verra tout à l'heure avec les électriciens. En extension, cervicale, torsion du tronc, posture debout prolongée, etc. On va avoir aussi d'autres situations spécifiques. Je ne vais pas trop développer, mais ça renvoie encore une fois aux possibilités de développement. Plus la situation est spécifique, moins j'ai de marché, plus c'est compliqué de développer un appareil. Alors, la position de l'OPP là-dedans, de l'OPP BTP, c'est qu'on prône une démarche participative. Le mot participatif est très important et je l'ai clairement retrouvé ce matin dans la présentation qui a été faite. Donc l'idée, c'est de ne pas aller sur l'effet waouh, c'est une nouvelle technologie, c'est nouveau, c'est forcément bien, et clairement les commerciaux jouent là-dessus. Mais l'idée, c'est d'avoir une approche qui se base sur les principes généraux de prévention. Alors je ne les ai pas remis, j'ai oublié, je voulais le faire, puis j'ai oublié. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, il y en a 9 principes généraux de prévention, c'est inscrit dans le Code du travail. Ça part du plus haut, réduire le risque à la source, jusqu'à arriver au plus bas, équiper l'opérateur du pays, lui faire des formations. Et évidemment, le but, c'est d'être le plus haut possible dans la prévention, avec notamment le 4e principe de prévention, qui est adapter le travail à l'homme, qui est un principe fondateur de l'ergonomie. Et finalement, quand on regarde l'exosquelette, il faut se questionner aussi, est-ce qu'on n'est pas en train de faire l'inverse? Est-ce qu'on n'est pas en train d'adapter l'homme au travail en lui mettant en exosquelette? D'accord ? Et donc l'approche méthodologique, c'est vraiment de se centrer sur l'organisation, sur la préparation du travail, tout ce qu'on peut faire en amont. Je vais penser notamment à l'approvisionnement. Si j'ai un approvisionnement au plus proche du poste de travail, ça évite de la reprise de stock, ce qui est très régulier, ça évite de la pénibilité, ça évite de la manutention. Privilégier les moyens collectifs sur les moyens individuels, avoir quelque chose qui soit utilisable par tous, plutôt qu'avoir un exosquelette où chacun a le sien. Et puis, avant d'envisager l'utilisation d'un exosquelette, il faut s'assurer de l'adéquation entre les tâches à réaliser et les capacités, les caractéristiques de l'opérateur et de l'exosquelette. On va avoir, par exemple, des exosquelettes qui vont permettre de faire du ponçage au plafond. Donc ça, c'est super, ça soulage les bras. Mais finalement, on ne va pas forcément voir que dans la situation, il y a aussi l'aspirateur qui est là, qu'il faut manipuler, qu'il faut vider, qu'il faut allumer, éteindre. Dès que je fais tomber quelque chose, il faut que je me baisse pour aller le ramasser. Et finalement, ça va être un enjeu d'acceptabilité important de l'exosquelette. Parce que si je suis gêné ne serait-ce que 5 minutes par heure, si ça m'empêche d'aller ramasser l'outil que j'ai fait tomber par terre, l'exosquelette il va finir au placard. Et puis enfin, il faut accompagner l'intégration du dispositif par de la communication, par de la participation. C'est vraiment une démarche participative
parce que introduire un exosquelette dans une équipe, il y a des enjeux autour de toute l'équipe, etc. On a entendu sur chantier, tiens, il y a l'Ironman qui arrive avec son exosquelette, ou c'est l'handicapé, voilà, il n'arrive pas à faire son travail, on lui met un exosquelette. Il va y avoir, je vous ai parlé de l'exopush tout à l'heure, vous savez, le grand râteau là. Là, il y a un truc assez intéressant quand on regarde l'activité avec l'exopush, c'est que le râteau il est tellement grand que l'opérateur il peut pas aller le racler lui-même. D'accord ? Ce que font d'habitude les opérateurs quand ils tirent au râteau. Et du coup, soit il démonte tout l'exosquelette à chaque fois qu'il a besoin de le racler, soit il va demander au collègue est-ce que tu peux me racler ? Mais du coup, ça change la position dans l'équipe. Voilà, il n'est pas donneur d'ordre, mais en même temps, il ordonne à ses collègues de venir lui racler le râteau. Donc voilà, il y a tout un processus d'intégration à faire autour de l'exosquelette avant même de songer à l'achat. Alors quelques exemples, voilà, le collectif avant l'individuel. Quelques exemples, on va voir là par exemple en bas à gauche, on a un cadre qui permet de soutenir le poids de la ponceuse. Mais voilà, ce cadre, si lui part en pause, le collègue à côté, il reprend le cadre, il reprend la ponceuse, et puis c'est pas individuel. On va avoir des systèmes en haut à droite qui permettent de soutenir un appareil lourd sur un bras 0G. Donc un bras 0G, c'est quelque chose qui est accroché à un point fixe, au mur, à un poteau, à la nacelle, et qui va permettre de soutenir le poids, ou encore des choses qui sont un peu plus lourdes à mettre en place, peut-être en bas à droite, où on va avoir un système qui va venir perforer sans avoir à porter l'outil. Plein d'autres exemples, je vais les passer, mais c'est des bras manipulateurs. On voit ici en bas à gauche des outils de manutention collectifs. C'est pareil, ça c'est sur un petit engin à chenille comme ça, ça va servir à tout le monde. Un coup je vais monter les aglos, un coup je vais monter les plaques de plâtre, etc. Et du coup, ça nous amène à une proposition méthodologique où on va avoir plusieurs étapes. La première, c'est la décision d'opportunité. Est-ce que c'est vraiment un exosquelette ou pas qu'il me faut ? D'accord ? Et là, vraiment, ça renvoie à tout ce que j'ai dit avant sur les solutions organisationnelles, les solutions collectives, etc. Et si vraiment tout ça, c'est pas possible, alors on va vers un exosquelette. Ensuite, il faut faire l'analyse des besoins. Ça, c'est la phase la plus délicate, la plus difficile. Vous avez entendu ce matin, il a fallu 6 mois de discussion avant de toucher un exosquelette. C'est peut-être un peu extrême, mais c'est vraiment l'idée. C'est qu'il faut vraiment analyser en profondeur ses besoins avant d'aller vers de l'achat. Et sur cette phase qui est un peu délicate, peut-être le mieux, c'est encore de se faire aider par les MSA, par la RACT, par un cabinet d'ergonomie. Voilà. Et puis ensuite, une fois qu'on a notre besoin, est-ce que dans les exosquelettes existants, est-ce qu'il y a un exosquelette qui existe, qui répond à mon besoin ou pas ? Si pas, ça renvoie vers la conception, et je l'ai dit tout à l'heure avec toutes les notions de débouché commercial. Et puis si ça existe, à ce moment-là, il faut passer par des essais. Et ça, c'est très important. Essayer avant de déployer. Alors si on est une toute petite boîte, essayer de se le faire prêter une semaine par le commercial. Et puis si on est une grosse boîte, on en achète un, on le fait tourner. Et après seulement, si ça convient, on achète. Mais c'est exactement ce qu'on a entendu ce matin. On est vraiment sur la même ligne, d'où la suite de la diapo. Voilà, le travail qui a été fait par la RACT et la MSA, vous pouvez le retrouver sur ce petit lien-là. C'est très bien fait et c'est très similaire à ce qu'on prône dans le BTP. Ensuite, comment est-ce qu'on évalue l'exosquelette ? Alors, il y a 3 points importants, l'utilité, l'utilisabilité et l'utilisation. Donc l'utilité, c'est est-ce que le matériel rend le service attendu ? Est-ce qu'en termes de performance, alors à la fois est-ce que ça ne me ralentit pas dans mon travail ? Mais est-ce que ça ne m'empêche pas de faire le travail de qualité que je faisais sans ? Et puis aussi en termes de réduction des efforts, est-ce que j'ai bien une réduction des efforts qui étaient visés par l'exosquelette ? L'utilisabilité, est-ce que le matériel rend le service attendu le plus facilement possible en tenant compte des caractéristiques de l'opérateur ? Donc, est-ce que c'est facile à utiliser ? Est-ce que c'est facile à régler ? Et puis après, il y a plein d'autres situations autour de l'environnement de travail qu'il faut se poser. Par exemple, on se pose des questions sur la compatibilité avec les EPI. Est-ce qu'un harnais est compatible, un harnais anti-chute est compatible avec un exosquelette ? Alors, on va lancer des tests pour le savoir, mais pour l'instant, on a quelques doutes. On se dit que peut-être en cas de chute, l'exosquelette peut blesser l'opérateur ou l'empêcher d'accéder au système d'autosecours. Est-ce qu'un peintre qui doit s'équiper d'une combinaison peut mettre une combinaison par-dessus son exosquelette ?
est-ce qu'avec mon exosquelette, je passe dans les petites trappes très étroites de mes échafaudages? Voilà, il y a plein de questions qu'il faut se poser autour de ça. Et puis l'utilisation, évidemment, hein. Qu'est-ce que ça va entraîner sur le travail de l'opérateur, sur le collectif? J'ai dit tout à l'heure avec l'exopouce, par exemple, ça va modifier les relations dans l'équipe, parce que y a un opérateur qui, certes, est plus efficace. Et alors là, faut voir, par exemple, sur l'exopouce, il a un râteau plus grand que les autres, et il va plus vite. Donc clairement, c'est une opportunité pour l'équipe, pour faire des surfaces un peu plus grandes pendant que les autres font la finition. Mais ça veut dire aussi que les autres doivent aller lui racler son râteau régulièrement. Donc voilà, ça modifie vraiment toute la sociologie de l'équipe. Voilà, ça c'est juste pour finir. L'exosquelette, c'est une nouvelle technologie, c'est une rupture technologique. Et du coup, vraiment, j'insiste sur le fait que la démarche doit être participative autour de l'exosquelette. Voilà. Et puis on va finir par quelques exemples, et je vais être dans les temps. Exosquelette chez les électriciens, expérimentation avec la CARSAT Aquitaine, et puis 50 modèles à la loupe. Donc, l'expérimentation chez les électriciens, là on a 3 modèles différents qui font la même assistance, à savoir m'aider à garder les bras en l'air pendant une période assez longue. Mais on va voir aussi, en regardant de plus près, que ces 3 exosquelettes de 3 marques différentes ont des forces, des réglages et des amplitudes optimales différentes. Donc vraiment, même pour un même type d'exosquelette, en fonction des marques, etc., on va avoir des effets qui sont un petit peu différents. D'où l'intérêt de bien catégoriser mon besoin avant et de passer par des essais. Ces 3-là sont passifs. Voilà, il n'y a pas d'apport d'énergie, c'est que des jeux de vérin, de ressort, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On a mis à disposition des exosquelettes dans 3 entreprises volontaires, à chaque fois pour un cycle de 10 jours par exosquelette, donc ça fait 30 jours par entreprise volontaire, avec au départ une formation et un questionnaire initial. Ensuite, 2 semaines d'utilisation. On va demander tous les soirs à l'opérateur de reporter le temps qu'il a porté, le type de travaux, les difficultés éventuelles qu'il a rencontrées. Et puis à la fin, restitution avec mesure d'activité musculaire, avec et sans l'exosquelette. Donc à la fin des 2 semaines, hein, quand il s'est bien habitué à l'exosquelette. Hein. On l'a vu ce matin, premier jour, j'en veux pas de ton truc parce que j'arrive pas à faire les réglages, etc. Et puis un questionnaire final. Qu'est-ce qu'on voit sur 17 jours d'utilisation? C'est les premiers résultats, hein. On n'a pas tous les résultats encore. Il y a 6% du temps où il ne l'a pas mis du tout, 6% des jours où il ne l'a pas mis du tout, 18% des jours où il l'a porté entre 1 et 2 heures, moitié quasiment entre 2 et 4 heures, et 30%, un tiers, plus de 4 heures. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait comme type d'activité avec? Pose de boîte de dérivation, absente, ça veut dire que ça n'a pas été renseigné, câblage, on voit qu'il a fait beaucoup de pose des poses luminaires, et puis du passage de câbles. Et puis on va voir au bout de quelques jours on va avoir sur certains exosquelettes des difficultés à accéder au faux plafond. Vous voyez, dans les cadres, quand il y a des plaques de... je ne sais même pas ce que c'est de la mousse, il y a des cadres en aluminium, j'arrive pas à passer à l'intérieur des cadres pour aller mettre mes câbles, pour aller brancher mon luminaire, etc. Et puis il y a un autre exosquelette où un opérateur a évoqué une gêne au bas-ventre. Alors ça c'est les résultats, c'est ce qui va être le plus intéressant, mais c'est aussi peut-être avant tout un disclaimer, c'est que là c'est un seul exosquelette sur un seul opérateur, donc clairement on ne peut pas généraliser ça, hein. C'est vraiment un exemple de ce que ça peut éventuellement donner. Et on va voir qu'avec et sans exosquelette, on a une diminution de l'effort musculaire mesuré de 10 points. On passe de 46% à 37%. Et un temps en haute intensité, donc là c'est au niveau du rythme cardiaque, hein, l'intensité de l'effort qui va passer de 26% à 15%. Donc on a une diminution de 10%. C'est déjà significatif, mais finalement c'est pas extraordinaire. Et puis ce qui nous a intéressé aussi, on l'a vu tout à l'heure, c'est le report de charge. Est-ce que ces 10% qui sont gagnés sur les muscles cibles, ils ne vont pas se reporter ailleurs? Alors, il se trouve que dans ce cas-là, non.
hein, puisqu'on a regardé donc, le deltoïde et le trapèze, hein, avec un petit rappel pour ceux qui se souviennent plus ce que c'est. Donc c'est les muscles cibles, les muscles qui vont être impliqués dans le fait de maintenir mon bras en hauteur, où on a une forte diminution de l'activité. Et puis on a regardé aussi les lombaires et les triceps, qui sont les endroits où c'est susceptible d'être reporté. Donc les lombaires, clairement, puisque la force est reportée dessus. Et on a regardé aussi les triceps, parce que comme ça pousse vers le haut, finalement, à chaque fois que je veux descendre le bras, je vais devoir activer mon triceps. Et on va se rendre compte qu'il n'y a pas, a priori, de report de charge dans ce cas-là. Encore une fois, hein, c'est sur un exosquelette, une utilisation, une mesure. En aucun cas, il s'agit de généraliser ces résultats-là. Deuxième exemple, expérimentation avec la FFB, c'est la Fédération Française du Bâtiment, et la CARSAT Aquitaine. Donc avec la FFB Aquitaine, donc Pascal, mon collègue, a mis en place un questionnaire pour les entreprises qui souhaitent investir dans des exosquelettes. L'idée, c'est qu'ils remplissent tout un tas de questions, et puis à la fin, ils ont un score qui leur donne finalement leur niveau de maturité par rapport au projet. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que les questions, elles sont commentées. Et pour chaque question, on va avoir un commentaire en face. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des entreprises se sont dit ouais, ok, en fait, on n'a pas encore assez réfléchi le projet. Effectivement, il faut passer par une démarche d'analyse du besoin et de questionnement autour de est-ce que c'est vraiment l'exosquelette qu'il nous faut ou pas. Et puis, voilà, ça c'est un premier but, c'est faire en sorte que les entreprises se questionnent vraiment sur l'objet. Et puis le deuxième but, si elles sont déjà plus matures dans cette réflexion, qu'elles sont déjà prêtes à aller vers un exosquelette, à ce moment-là, c'est les inciter à faire un cahier des charges plus précis pour aller vers des exosquelettes qui vont être vraiment adaptés. C'est encore une fois absolument ce qu'on a vu ce matin. On est vraiment sur la même ligne. Et puis le deuxième point, c'est une expérimentation avec la FFB, encore une fois, et la CARSAT, où là, c'est un dispositif type TMS Pro, hein, c'est pas TMS Pro, mais c'est sur le même principe, où on va avoir pour 5 entreprises, c'est une expérimentation, il n'y a que 5 entreprises pour l'instant qui en ont bénéficié, un accompagnement par un cabinet d'ergonomie qui est pris en charge par la CARSAT, pour faire un diagnostic, pour les aider à faire l'analyse de besoins. Et puis ensuite, si le diagnostic estime qu'un exosquelette, c'est la bonne solution, il y aura peut-être une aide de la CARSAT pour acheter l'exosquelette. Pour l'instant, ils sont dans la première phase, il n'y a encore aucune entreprise qui a acheté l'exosquelette avec ce dispositif-là. Et pour finir, ça c'est un article qu'a écrit mon collègue, donc Pascal Girardot. Il y a à peu près une centaine d'exosquelettes qui existent au monde, il y en a une cinquantaine qui sont disponibles en France. Et donc il les a recensés. Et pour chacun d'eux, il y a un descriptif, ce que c'est censé apporter, les points de vigilance, etc. Après, évidemment, c'est quelque chose, les exosquelettes, ça évolue tellement rapidement que ce type d'article, c'est presque obsolète le jour où ça sort. Il faut le remettre à jour très régulièrement. Donc voilà, ce sera sans doute fait, mais il faut avoir aussi conscience que ça évolue très très vite. Et qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet article-là? On va retrouver des catégories. Donc par exemple, assistance aux efforts du dos, exosquelette à armature rigide. Ensuite, les modèles, donc la marque, Ergo Santé, le modèle, Apto, un descriptif, une photo, et puis des commentaires, des points de vigilance à évaluer en situation réelle, voire des points de vigilance, c'est sur un autre modèle, encombrement important, développé pour un usage en environnement industriel, pas de retour d'expérience dans le PTP, etc. Voilà. À la fois, il y a la liste de ce qu'on peut en attendre, et puis aussi des points de vigilance et d'attention. Et puis tout à la fin, vous trouvez un tableau avec les 50 triés par marque. Voilà, et puis on va doucement glisser vers la conclusion. Je crois que je suis dans les temps. Donc l'exosquelette, vous l'avez compris, hein, pour nous c'est vraiment le dernier recours. C'est pas à proscrire, mais il ne faut pas attendre ça comme une solution miracle. Et clairement, il faut d'abord regarder les solutions organisationnelles, puis les solutions collectives. Et vraiment, si on n'a pas de solution dans ces deux catégories-là, à ce moment-là, on va essayer de regarder les exosquelettes. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Évidemment, quand on va vers l'exosquelette, analyse de besoins, analyse d'activité, extrêmement important. Avoir un cahier des charges précis. Ça permet aussi de questionner, de challenger les commerciaux qu'on va avoir en face de nous.
Et puis on l'a vu, l'importance de l'accompagnement et de l'appropriation par les équipes, c'est quelque chose de très important. Et si jamais on ne le fait pas, on va avoir un rejet. Et il faut voir qu'aujourd'hui, on a à peu près un tiers des exosquelettes qui sont achetés, qui ne sont pas utilisés, qui restent au placard, qui restent dans le camion. Un tiers, c'est énorme, surtout quand on voit le prix des exosquelettes. Ça vaut quand même le coup de se questionner et de mettre en place une démarche avant. On parlait des réglages aussi ce matin. Quand la démarche a été bien faite, la raison principale de rejet, c'est parce qu'on n'arrive pas à le régler. Donc c'est aussi quelque chose d'important à travailler. Mais avant tout, c'est une démarche participative qui fait que tous les salariés sont impliqués dans ce projet, dans cet achat, et ça va permettre de favoriser son appropriation. Mais encore une fois, d'abord collectif, d'abord organisation. Pour aller plus loin, je vous mets quelques références. Un document de l'INRS sur l'acquisition et l'intégration d'un exosquelette en entreprise. C'est peut-être plutôt destiné à des préventeurs, mais ça peut être intéressant d'y jeter un œil. Alors, il y a la norme aussi, AFNOR, là c'est encore un peu plus costaud. En plus facile, plus abordable pour tout le monde, des idées reçues sur les exosquelettes, toujours de l'INRS. Et puis bien évidemment, je vous le remets ici, la démarche proposée par la MSA et la RACT. Encore une fois, on est très en phase. Voilà. Et puis chez nous, à l'OPPBTP, vous allez avoir... donc là, je vous mets le lien vers ce que je vous ai montré tout à l'heure, les 50 modèles à la loupe. On a aussi un dossier sur les dispositifs d'assistance physique. Pareil, vous avez le lien. Et puis, il y a quelques mois, on a fait une campagne ciblée. C'est une grosse campagne de communication chez nous autour des TMS. Et on a fait des webinaires qui sont en rediffusion gratuite. C'est à peu près 1 heure par webinaire. Vous en avez un sur les exosquelettes et un sur les exercices physiques au travail. Ça me fait penser que je voulais le dire et j'ai oublié, donc j'en profite, c'est un bon rattrapage. J'ai entendu parler ce matin d'exercices physiques au travail, d'échauffement. On a une thèse en cours, une doctorate qui s'appelle Kécline Troussier, que vous verrez dans ce webinaire, qui travaille sur les exercices physiques au travail, qui a montré plein de choses, mais aujourd'hui, il n'y a pas de preuve que ça a un impact sur les troubles musculo-squelettiques. Ça a un impact sur l'esprit d'équipe, ça a un impact sur l'entraide, ça a un impact sur plein de choses positives, mais pas sur les troubles musculo-squelettiques. Et elle développe toute une démarche. Alors, ces travaux ne sont pas finis, hein, mais d'ici un an et demi, ce sera disponible sur notre site, sur qu'est-ce qu'il faut faire pour que finalement cette séance d'exercice physique au travail soit le plus bénéfique possible. Il va y avoir une question de durée, si c'est pas assez long, on n'est pas échauffé. Une question de temporalité, à quel moment je la fais. Parce que si derrière l'échauffement, je fais le briefing, puis je vais chercher mon matériel, puis etc., bah, clairement, le bénéfice éventuel, il a disparu. Alors voilà, c'est très intéressant. Je vous invite à aller voir ce webinaire. Celui sur les exosquelettes est évidemment intéressant aussi. Et puis, je vous mets... Ah, j'ai passé trop vite. Biomédical par rapport à ce que vous avez présenté. Vous avez présenté un histogramme sur les mesures musculaires, sur combien de salariés cela porte et comment vous mesurez, je dirais, ces activités musculaires. Alors, c'est bien ce que j'ai précisé, hein, c'est un seul salarié, un seul exosquelette, donc clairement, c'est pas à généraliser. Ouais, un seul, ouais. De mémoire, il y avait une demi-journée le matin sans exosquelette et une demi-journée l'après-midi avec exosquelette, avec des activités similaires, hein, c'est bien l'objectif. Et comment c'est mesuré? Je crois que c'est de l'électromyographie, mais là, je vous avouerai que je suis pas persuadé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est la société Moten Technologies qui a fait ça pour nous. Donc, si vous allez sur leur site internet et que... Ah, tu as la réponse peut-être? Mécanomyographie. Voilà. Avec des patchs, probablement, où ils enregistrent. C'est ça, ouais. Enfin, c'est assez réduit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en tirer une généralité de cet histogramme. C'est ce que... Ah, c'est bien ce que j'ai dit et ce qui est écrit en rouge et ce que j'ai rappelé à l'oral, ouais. Merci. Question suivante. Pas d'autres questions? On en a peut-être une, moi. Possible. Ce matin, on a vu des entreprises qui envisageaient, pour une en tout cas, d'investir dans les exosquelettes. Que diriez-vous? Ah, il y avait une question? Pardon.
peut-être quand même souligner l'intérêt et la contribution aujourd'hui dans le cadre de cet échange de l'OPP-BTP. C'est intéressant aussi d'avoir des échanges intersectoriels déjà d'une part. Et moi, je voulais souligner peut-être un nouveau point que vous avez abordé, qu'on a survolé, mais peut-être pas assez finement, la question du geste professionnel. Et vous aviez le lien aussi en quoi ça transforme potentiellement les relations collectives de travail. Donc c'est assez essentiel. On commence à toucher c'est sûr que dans nos propos, même si on fait le lien avec le travail, on ne l'illustre pas concrètement avec des gestes professionnels, mais se pose des questions très, très, très précises sur la qualité du geste professionnel. Donc, on peut le faire aussi en réaction. Moi, j'ai énormément apprécié votre présentation. On retrouve tous les ingrédients. C'est quand même rassurant de voir que les organismes de prévention sont en phase aussi. Voilà, et puis vous mettez aussi en lumière des ressources intéressantes et vous faites part de vos travaux avec effectivement la précaution sur tout ce qui est études, limites, résultats, etc. Mais je pense qu'il y en a d'autres en cours aussi qu'il faudra suivre. Je pense que sur ce que dit votre collègue aussi sur les échauffements, il faut vraiment le situer par rapport aux situations de travail particulières. Tout ce que vous dites le matin, avant la prise d'équipement, après. Voilà, c'était pour juste souligner l'importance du lien, mais du coup, très zoomé avec le geste professionnel, mais aussi comment il s'inscrit, là, par exemple, dans le cadre du déroulement d'un chantier. C'est-à-dire que je peux peut-être solliciter un exosquelette, mais à un moment du travail, seulement dans un processus, et ça peut peut-être modifier l'ensemble du processus. Oui, effectivement, c'est encore une fois un exosquelette, s'il est performant, c'est qu'il va être monotâche. Par exemple, ce qu'on a vu avec les électriciens, ça permet que de lever les bras en l'air. Ça va pas nous aider à aller chercher quelque chose au sol, ça va pas nous aider, voire ça va nous embêter pour aller chercher quelque chose au sol. Ça, c'est important aussi de l'avoir en tête, quoi. Et du coup, je l'avais prévu de le dire, puis je l'ai oublié, donc la remarque me permet de m'en souvenir, c'est que ça va aussi pouvoir modifier l'organisation. C'est-à-dire qu'avant, l'électricien, il faisait peut-être 20 fois 5 minutes de câblage dans la journée. Et puis entre chaque phase de câblage, il avait une phase de repos où il allait faire autre chose, où il n'avait pas les bras en l'air, etc. Et là, le fait de mettre et d'enlever l'exosquelette, déjà, c'est contraignant. Il y en a pour 5 minutes à le régler, etc. Ça veut dire que, naturellement, lui-même va le faire, mais peut-être même l'organisation va lui prescrire de faire ça. Tu mets l'exosquelette, puis tu fais tes 2 heures de câblage de la journée que tu avais prévu de faire, et du coup, il n'y a plus de pause, il n'y a plus de micro-pause. Enfin, ça questionne aussi ça, autour de ça. Ouais. Très bien, merci. J'ai peut-être une dernière question au regard de ce qu'on a dit pendant la table ronde notamment. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de ce que les exosquelettes peuvent provoquer sur la santé à long terme ? Alors aujourd'hui, non. L'exosquelette, les premiers, ils ont peut-être 10 ans. Et ceux qu'on trouvait il y a 10 ans, ils n'avaient rien à voir avec ceux qu'on a aujourd'hui. Hein. C'était des gros trucs de 8 kilos, etc. Là, ceux que vous avez vus sur les exosquelettes. Ah bah tiens, c'est parfait, c'est réapparu, merci beaucoup. Donc vous avez Pascal Girardot @oppbtp.fr, n'hésitez pas à lui poser des questions. Et voilà, ceux qu'on a aujourd'hui, ils sont beaucoup plus légers, ils sont beaucoup plus maniables. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc, même si on se disait, voilà, ça existe déjà depuis 10 ans, qu'est-ce que ça donne en 10 ans ? En fait, déjà ceux qui existaient il y a 10 ans, ils étaient tellement lourds et encombrants que c'était des trucs de laboratoire, ils n'étaient pas utilisés en vrai. Donc voilà, on a très peu de recul aujourd'hui en termes de durée. J'entendais ce matin parler de démusculation. Alors encore une fois, prendre avec des pincettes, je suis pas médecin, mais pour nous, c'est pas le risque, il est pas là. C'est-à-dire qu'on l'a vu sur les graphes, qui sont encore une fois à prendre avec des pincettes. Il n'y a qu'un seul opérateur, qu'une seule mesure, hein, mais on l'a vu sur les graphes, il y a une diminution de 10%. C'est-à-dire qu'à 90% du temps, à 90%, il continue de faire de l'activité. Son muscle, il continue d'être sollicité. Il est un peu moins sollicité. Donc, pour moi, c'est positif, il n'y a pas de risque de ce point de vue-là. Le risque, il est plutôt par rapport au report de charge. Donc on a vu sur cet exemple-là, cet exosquelette-là, il n'y en a pas. C'est pas pour ça qu'il n'y en a pas sur d'autres. Il faut faire attention. C'est peut-être le risque qu'il faudrait regarder. Et au-delà même du report de charge, c'est le point d'appui du report de charge sur les hanches, sur les cuisses. Pour ceux qui assistent le dos, souvent ça reporte sur les cuisses. On a entendu ce matin, ça veut dire qu'on est obligé d'être en pantalon. Voilà, c'est une des conséquences. Voilà. Et on a une étude en ce moment avec Hilti
qui est sur le point de s'achever. On aura bientôt des résultats. Pendant un an, Hilti a fourni 200 exosquelettes à 200 compagnons qui l'ont porté pendant un an, et on commence à avoir des retours qui sont plutôt positifs. Les compagnons sont contents, ils se sentent en meilleure santé, etc. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils vont aussi nous dire qu'ils ont moins de sollicitations sur des muscles où on sait que l'exosquelette y est pour rien. Donc voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet placebo là-dedans? Voilà, on leur a donné un exosquelette, on s'est occupé de leurs conditions de travail, ils se sentent mieux. Voilà, ça nous questionne. On n'a pas encore tous les résultats. Très bien. Merci beaucoup Benoît Langard, en tout cas. Merci d'avoir pris part à cette journée. On va enchaîner directement sur notre deuxième expertise de la matinée, et je vais demander à Hugo Portejoie, ergonome chez Safran Nacelle, de nous rejoindre sur scène. Hugo, expliquez-nous votre métier chez Safran et pourquoi vous avez choisi de venir ici à Blanquefort ce matin. Oui, donc bonjour, moi je suis donc ergonome chez Safran Nacelle donc depuis peu. Je viens du Havre. Aujourd'hui, je viens présenter un peu le retour d'expérience qu'on a aussi chez Safran Nacelle. Comme vous verrez dans la présentation, ça fait pas extrêmement longtemps qu'on s'est lancé sur le projet des exosquelettes. Donc voilà, c'était l'occasion de venir partager. Alors, donc comme je vous ai dit, je vais vous parler donc un peu de l'expérience que l'on a au niveau des exosquelettes chez Safran Nacelle. Alors on va commencer par une petite partie contexte, vous présenter un peu la démarche qu'on a mise en place chez Safran Nacelle, les premiers résultats qu'on a obtenus, et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit par la suite dans notre entreprise. Alors je vais vous présenter Safran. Je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas Safran ici dans la salle. Donc Safran, c'est une société d'aéronautique. Donc on est équipementier pour des marques d'avions, donc Airbus notamment. Donc le groupe Safran, c'est 12 sociétés pour 83 000 salariés et plus de 270 sites dans le monde. Donc c'est une grosse société. Aujourd'hui, Safran Nacelle, donc c'est une des 12 filiales du groupe Safran. On est un équipementier aéronautique qui fabrique des nacelles d'avion. Donc c'est ce que je vous ai mis juste ici. Donc nos secteurs d'activité, c'est principalement de l'assemblage de nacelles. On fabrique des pièces en composite, donc notamment en carbone, et on fabrique des tuyères, donc on fait de la chaudronnerie, donc notamment on travaille le titane. La particularité de Safran Nacelle, c'est qu'on a encore beaucoup de travail artisanal. Aujourd'hui, pour les plus grosses lignes de production, on fabrique entre 10 et 20 pièces par semaine. On est encore très loin de ce qui peut se faire, par exemple, dans l'automobile. Donc je vais vous remettre un petit contexte qui était censé être fait par Jean-François Thibault. Donc les exosquelettes, ils étaient interdits chez Safran jusqu'à fin 2021 pour plusieurs raisons. La première raison, c'était d'un point de vue stratégique. En fait, Jean-François Thibault avait pris le parti avant d'intégrer l'ergonomie plutôt en conception avant de mettre des solutions à la fin. Donc voilà, à ce moment-là, les exosquelettes pouvaient être considérés, en tout cas l'ambiguïté était présente comme un EPI. Et on souhaitait mettre en place toutes les solutions collectives avant de mettre un exosquelette. On avait aussi un manque de recul sur le sujet. Début des années 2016, on commençait quand même à avoir des exosquelettes qui arrivaient dans l'industrie, mais on n'avait pas de vision sur le court, moyen, voire long terme. Et il y avait très peu d'articles scientifiques, même si c'était fait en laboratoire, sur ce sujet. Donc fin 2021, chez Safran Nacelle, on a un atelier qui vient nous contacter pour des problématiques d'accidentologie. Donc c'est un atelier qui fabrique justement des pièces en carbone et pour plusieurs raisons, en fait, ils nous demandent
si on peut, enfin s'ils peuvent mettre en place un exosquelette. Alors comme je vous ai dit, en fait, on avait donc plusieurs accidents de travail qui étaient survenus, qui étaient en lien tous avec un seul poste de travail, le poste de délaminage. On avait de nombreuses restrictions médicales dans cet atelier. Alors cet atelier, à ce moment-là, c'était 45 opérateurs qui tournaient en 3/8 et on avait une dizaine d'opérateurs qui ne pouvaient plus faire ce poste pour restriction médicale. On a toujours des postures et des efforts contraignants sur ce poste et on avait l'impossibilité de mettre une solution de robotisation, de cobotisation, parce que ça avait été déjà le premier sujet abordé. Tout cela, on a quand même regardé ce qui avait été fait quand même à côté. On a quand même mis en place d'autres aménagements avant de se poser la question de mettre déjà une robotisation, une cobotisation et des exosquelettes. Aujourd'hui, dans cet atelier, on avait quand même une polyvalence de tous les opérateurs, une rotation des opérateurs sur l'ensemble des postes, et on avait quand même mis sur ce poste de délaminage un moyen technique montée-baisse qui permettait de mettre à hauteur au maximum la pièce. Alors, pour l'intégration de notre exosquelette, on a mis en place, bien sûr, comme on en a parlé précédemment, une démarche participative où, dans cette démarche, on a sollicité donc, le service médical, le C2SCT, bien sûr, le service ergonomie, la SSE, service méthode, donc les ingénieurs méthode, et managers et bien sûr opérateurs. Le but, c'était d'avoir vraiment un groupe de travail pluridisciplinaire pour aborder cette question qui était vraiment nouvelle dans notre entreprise. Et ça a commencé, donc, alors je ne l'ai pas renoté, mais bien sûr par questionner le besoin de mettre un exosquelette en place sur ce poste. Donc voilà, le service ergonomie s'est chargé d'aller faire une étude du poste, de voir un peu ce qui avait été fait et qu'est-ce qu'on pouvait faire. On s'est assez vite rendu compte qu'on était un peu entre guillemets dos au mur parce qu'on n'avait plus vraiment de solution à mettre en place et les opérateurs se plaignaient quand même de ce poste. Donc il a été décidé du coup de faire un pré-test avec un fournisseur où on a fait venir un fournisseur une journée pour tester plusieurs exosquelettes et notamment l'exosquelette Mate pour que les opérateurs en fait nous donnent un premier avis sur cette technologie. Au vu des retours qu'on a eu en fait avec les opérateurs, ils étaient très partants pour finalement faire des tests à plus longue durée parce que c'était difficile de se rendre compte même si c'était du travail en conditions réelles, c'était difficile de se rendre compte sur une journée ou sur quelques heures si j'avais envie d'utiliser l'exosquelette sur du plus long terme. Donc on a acheté 2 modèles d'exosquelettes de différentes tailles parce qu'on avait des opératrices qui étaient assez petites et on avait à la fois aussi des opérateurs qui étaient assez grands. Donc on a pris 2 modèles avec 2 tailles différentes et on a fait un test sur plusieurs semaines, alors je dirais même plusieurs mois, parce que c'était un poste qui revenait pas forcément tous les jours ou pas toujours dans le même quart, donc il fallait qu'on prenne aussi le temps pour que les gens prennent le temps d'utiliser l'exosquelette et puissent l'utiliser assez longtemps. Ça a permis derrière de conclure sur ce test. Alors c'est pour ça que j'ai mis un protocole go-no-go. À chaque étape, le service médical et le service ergonomie s'octroyaient le droit d'arrêter les essais si un opérateur ou autre remontait un problème sur l'exosquelette. On était très prudents. C'est pour ça que le service médical a vu tous nos opérateurs avant de faire les tests exosquelettes pour être sûr qu'il n'y avait aucune contre-indication médicale. Alors, pour le poste de délaminage, je vais vous remettre un peu dans le contexte du poste de délaminage. On a en fait 2 tâches principales. On vient arracher du tissu en fait. Je
je vous ai mis une petite vidéo où en fait l'opérateur il vient attraper un morceau de tissu et il vient arracher le tissu sur toute la longueur de la pièce. La pièce elle fait 1,6 m de haut pour 2,6 m de large. Donc c'est une pièce quand même qui est assez grande. On voit là la structure bleue sur le côté, c'est le bâti en fait qui permet de venir, alors soit de mettre la pièce au ras du sol, soit de la faire monter à plus d'1 mètre de haut. Donc en fait ça permettait voilà, de séquencer les parties d'arrachage pour les opérateurs. La deuxième tâche, c'est les bavurages. Alors on voit sur la photo de droite, l'opérateur en fait il va venir avec une ponceuse poncer tout le tour de la pièce parce qu'à ce moment-là c'est une pièce en carbone qui a été cuite et elle est extrêmement coupante. Donc pour la suite des opérations, éviter que les opérateurs se blessent avec. On a pu observer qu'il y a plusieurs stratégies qui ont été développées pour l'arrachage du tissu. Ça on l'a vu dès le début. On avait des opérateurs qui arrachaient comme sur la vidéo du haut vers le bas, mais on avait des personnes qui arrachaient aussi du bas vers le haut. Plus on a creusé, plus on a vu qu'en fait chaque opérateur avait vraiment sa façon de travailler et qu'il y avait vraiment beaucoup de façons de faire. La tâche d'arrachage demande beaucoup d'efforts. Alors je pense que vous l'avez vu sur la vidéo, la personne elle a besoin de fournir quand même beaucoup d'efforts pour venir arracher ce tissu à délaminer. Donc il a été décidé d'utiliser pour notre protocole de mesure, donc en fait notre protocole, on a mis en test les exosquelettes pendant plusieurs mois. Donc on venait régulièrement voir s'il n'y avait pas de problème avec les opérateurs. Le but c'était de faire une mesure à T0 et à T1, le temps que les opérateurs se soient un peu adaptés aux moyens. Donc on a utilisé différents outils donc, pour rendre compte de l'effort, du ressenti global et de la modification de l'activité. On a utilisé la cardiofréquencemétrie. Alors la cardiofréquencemétrie, on l'a utilisée parce qu'on avait un exosquelette qui pesait quand même, alors qui n'était pas forcément très lourd, mais 3 kg. Ça peut avoir quand même un impact sur l'effort durant déjà plusieurs heures ou même une journée. Donc sachant qu'on avait des opératrices qui étaient de petite taille et qui pouvaient peser une cinquantaine de kilos, 3 kilos c'est plus anodin. On a utilisé, comme l'OPB BTP, les capteurs de mesure d'effort local. Donc ça c'était pour avoir vraiment voilà, une valeur d'effort à certains endroits précis, parce que on a utilisé aussi l'échelle de Borg, mais l'échelle de Borg c'est beaucoup moins précis et on voulait savoir si voilà, les efforts se reportaient quelque part, ou autre part dans le corps à l'utilisation de l'exosquelette. On a utilisé aussi le questionnaire de l'INRS, donc ça c'est pour tout ce qui va être le ressenti global de l'exosquelette, donc pour pas questionner que le côté biomécanique ou physiologique. Là, on avait vraiment tout ce qui était ressenti, même comment l'opérateur se sentait quand il portait l'exosquelette face à ses collègues. Voilà, ça traitait de nombreuses questions. Et bien sûr, on a fait aussi de l'analyse vidéo pour justement voir si l'exosquelette modifiait au cours du temps la façon de travailler. Donc je vous ai mis quelques résultats. Donc je vous ai remis une petite vidéo voilà, du délaminage avec l'exosquelette. Alors voilà, pour des raisons qui dépendent de la production, les mesures elles ont pu être réalisées que sur 2 opérateurs. Donc ça c'est déjà un premier résultat. Cependant, donc les résultats suivants ils ont été obtenus. On n'a pas de différence significative. En tout cas pour notre tâche et pour cet exosquelette, on n'a pas eu de différence significative avec sans exosquelette pour l'activité cardiaque. On a par contre eu une réduction de l'effort ressenti
sur l'échelle de Borg, notamment pour les bavurages. Donc les bavurages, c'était la petite vidéo où la personne, voilà, sur la partie haute, bavurait donc toute la longueur de la pièce. Je vais vous montrer aussi les résultats de mesures d'effort local. Donc, pour ces mesures, on avait pris 3 groupes musculaires. Donc, on avait mesuré au niveau des épaules, donc deltoïdes, au niveau des lombaires, et puis au niveau des triceps. Ces muscles, les triceps avaient été choisis parce que c'était l'antagoniste des deltoïdes. Donc, vu que ça devait venir assister au niveau des épaules, c'était un exosquelette. Dès qu'on devait rebaisser les bras, forcément ça demandait de l'effort. C'était ce muscle qui était sollicité, donc c'est pour ça qu'on est venu le mesurer. Donc on peut voir que déjà le poste de délaminage, c'est un poste qui demandait un effort qui était quand même modéré, voire élevé pour les épaules, et plutôt modéré pour les autres groupes musculaires. Donc ça, c'était sans l'exosquelette. Une fois qu'on a mis l'exosquelette, on s'est rendu compte que du coup, l'exosquelette, certes, il améliorait, il réduisait l'effort localement au niveau des épaules. Donc voilà, on perd quelques points de pourcentage de chaque côté. Hein. C'est pas beaucoup. Par contre, ça augmentait beaucoup les autres groupes musculaires. Donc au niveau des triceps et notamment au niveau des lombaires. Pourquoi ? Alors parce que ça peut s'expliquer, nos opérateurs, ils ne maintiennent pas les bras 1 heure en l'air. En fait, ils font pas mal d'allers-retours, comme vous avez pu voir, hein, quand ils viennent arracher leur tissu, ils commencent en haut, puis ils descendent en bas. Donc forcément, il y a un moment où on travaille contre la résistance, et c'est très certainement ça qui explique l'augmentation de l'effort au niveau des triceps, et puis aussi des lombaires, parce que l'opérateur il se baisse aussi un peu, ça le contraint, puis l'effort est reporté aussi sur le dos. Je vous ai mis une petite synthèse du questionnaire donc de l'INRS, les principaux ressentis donc, de l'opérateur. Donc la mise en place et les réglages de l'exosquelette, on en a parlé déjà ce matin, ils ne sont pas si simples. Et pas simples au regard de ce que nous avaient aussi vendu les commerciaux. Et ils ont besoin aussi d'être refaits au cours de la journée. L'utilisation de l'exosquelette n'est pas forcément évidente. Il y a une prise en main et même pendant plusieurs semaines, ça reste pas toujours évident. Par contre, il ne gêne pas dans les mouvements et n'augmente pas la charge cognitive. En tout cas, c'est ce qui a été ressenti par les opérateurs. Les performances avec l'exosquelette, elles étaient identiques. On n'a pas augmenté le temps de production, le temps de délaminage sur la pièce. Par contre, la qualité, donc ça c'était plutôt une bonne surprise, c'est que la qualité s'en ressentait augmentée, notamment pour le ponçage. Au niveau de la santé, il y a un ressenti quand même d'amélioration des conditions de travail et une réduction des efforts. Et ça aussi, c'est un résultat intéressant, c'est que l'opérateur, il ne se sentait pas quand même remplacé par l'exosquelette. On pourrait se questionner, par exemple, pour des solutions de cobotisation ou même robotisation. Là, en tout cas, pour l'exosquelette qu'on avait testé, l'opérateur ne se sentait pas remplacé par ça. Et finalement, le ressenti était plutôt agréable à l'utilisation de l'exosquelette. Donc pour la conclusion, pour le poste de délaminage, finalement l'exosquelette il semblait pas être contraignant. Alors il y a quand même des mesures locales, des muscles qui montrent quand même qu'il y a une augmentation locale de certains muscles. Aujourd'hui l'exosquelette c'est pas la solution qui peut correspondre à l'ensemble des opérateurs, mais elle est quand même compatible avec certaines façons de travailler. On a vu en fait, alors là je vous ai présenté une personne qui travaillait d'une certaine façon, on avait d'autres personnes qui l'utilisent encore aujourd'hui, qui avaient une façon différente et qui se sont mieux adaptées, qui trouvaient l'exosquelette plus intéressant.
l'exosquelette, donc il répond pas non plus à l'ensemble des problématiques. Aujourd'hui, certes, nos opérateurs, ils ont des problèmes aux épaules, mais on est dans un atelier qui fait du composite, on travaille beaucoup avec les mains, on sollicite beaucoup les poignets et les coudes, et finalement, cet exosquelette, certes, il assiste au niveau des épaules, mais les coudes et les poignets, il n'y a aucune assistance. Donc en fait, on ne répond qu'à une partie du problème, et c'est un frein à l'utilisation de l'exosquelette. Et comme je vous disais, donc l'exosquelette il a été laissé au poste pour les quelques opérateurs qui l'utilisent encore, parce qu'on ne voyait pas non plus retirer une solution pour certaines personnes qui ressentaient en tout cas le besoin de l'utiliser et qui ressentaient des améliorations de leurs conditions de travail à la fin de la journée ou même à la fin de la semaine. Donc le retour d'expérience sur ce projet, on a eu quand même plusieurs points positifs, hein. La première, c'est la démarche participative, où on a eu vraiment une bonne implication de tous les membres du groupe de travail. On a pu avoir aussi des échanges avec une autre entreprise qui utilisait du coup le même exosquelette que nous, et on arrivait à peu près aux mêmes conclusions. Alors ils ne sont pas allés aussi loin dans la démarche, mais on avait les mêmes retours. Le cadrage de l'intégration d'un exosquelette, c'était aussi un des objectifs que nous on avait, parce que étant donné que l'exosquelette était nouveau chez Safran Nacelle, le but c'était de cadrer l'intégration pour que ce ne soit pas fait n'importe comment par n'importe qui. Aujourd'hui, dans notre entreprise, chaque exosquelette doit passer par une validation du service ergonomie. Ça a permis aussi une prise de conscience, notamment pour les managers, les directeurs, que l'exosquelette, ce n'est pas une solution miracle. Parce qu'avant de les faire tester aux opérateurs, nous on les fait tester aux managers. Et ça permet de déconstruire quand même quelques a priori ou quelques idées reçues, je dirais. On n'est pas Iron Man avec l'exosquelette. Et une fois qu'on le porte, on s'en rend bien compte. Voilà, cette expérimentation, elle a permis aussi de faire évoluer notre démarche et notre positionnement sur les exosquelettes. Les points négatifs, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, on a eu quand même quelques contraintes de production qui limitent la participation. Donc c'est pas toujours évident. Aujourd'hui, c'est vrai que faut sortir des pièces en industrie et c'est pas toujours évident de pouvoir sortir des opérateurs de production ou de prendre du temps sur la production pour faire des tests. Très important, aujourd'hui, l'intégration d'un exosquelette, ça prend beaucoup de temps. Moi, pendant 1 an, j'ai été à temps complet sur ce sujet. Donc c'est quelque chose qui prend énormément de temps et je pense qu'il y a beaucoup de managers ou de directeurs qui ne s'en rendent pas compte. Et la difficulté aussi à intégrer toute la variabilité, mais ça on le retrouve très souvent dans notre activité d'ergonome, d'intégrer la variabilité des opérateurs. Donc la suite chez Safran, aujourd'hui on a acheté plusieurs quand même modèles d'exosquelettes, parce qu'on ne voulait pas s'arrêter juste à un seul modèle. On a acheté plusieurs modèles d'exosquelettes pour faire de la veille technologique. Donc rien aujourd'hui n'est acté sur... il y a des exosquelettes qui sont en test, rien n'est mis en production à court, moyen terme, mais ça nous permet du coup de faire des tests sur des postes qui sont jugés comme intéressants et contraignants, pour lesquels nous, on n'a pas forcément de solution immédiate. Aujourd'hui, dans l'industrie, pour mettre en place, en tout cas dans l'aéronautique, pour mettre en place un nouveau poste, des fois ça peut prendre 2-3 ans, le temps de le qualifier auprès de tous les organismes possibles. Donc l'exosquelette est aussi une solution temporaire pour nos opérateurs qui sont en attente de l'amélioration d'un poste. Donc c'est pour ça le service ergonomie s'assure que voilà, les ingénieurs prévoient une modification et une amélioration du poste, et en attendant on peut prêter des exosquelettes
en attendant que le changement soit fait. Ça permet aussi de construire une base de retour d'expérience, donc qui est à partager à la fois au sein de Safran Nacelle, mais aussi au niveau de notre groupe. Comme je vais en parler juste après, on a plusieurs sociétés qui travaillent dessus. Donc voilà, aujourd'hui on a des retours scientifiques, donc on a des thèses qui travaillent sur les exosquelettes, donc on a beaucoup de mesures en laboratoire, on a beaucoup de mesures biomécaniques, mais on a assez peu de retours d'expérience et de savoir déjà sur des questions de confort, sur des questions d'acceptabilité. Donc c'est pour ça que nous on a décidé de prendre aussi ce sujet, de travailler là-dessus pour essayer d'un peu étoffer ce manque que nous on retrouve. Et voilà, nous aujourd'hui là on relance 2 nouveaux tests, donc dans 2 secteurs différents. Je vous ai mis une petite photo où avec des exosquelettes différents où on a un opérateur qui peut travailler parfois 3 à 6 heures penché à poser des bandes de scotch sur une pièce en carbone. C'est typiquement l'exemple dont je parlais tout à l'heure. Là voilà, on a un poste qui n'est pas du tout industrialisé. On attend une industrialisation du poste et en attendant on met en place un exosquelette pour réduire les contraintes des opérateurs. Donc comme je vous disais, on a plusieurs autres sociétés de chez Safran qui travaillent aussi sur les exosquelettes. Donc on a Safran Electrical and Power qui travaille sur de la veille technologique comme nous pour capitaliser des retours d'expérience. On a Safran Landing System qui a recruté un doctorant donc pendant 3 ans qui va travailler sur plusieurs exosquelettes du dos. Donc ça va être aussi très biomécanique, mais ça va permettre sur des postes de chez Safran d'avoir une étude vraiment poussée. Et on a Safran Aircraft Engine qui est la plus grosse entité de chez Safran qui commence à s'intéresser justement à ce sujet des exosquelettes. Donc chaque année, nous on a plusieurs réunions avec notre ergonome group, donc Stéphane Laurette, qui nous permet en fait d'échanger justement sur ce sujet, de partager tous ces retours d'expérience, de capitaliser et donc d'essayer d'avancer justement sur l'intégration et sur l'élaboration de documents internes pour l'intégration des exosquelettes. On a aussi fait partie du groupe de travail de l'AFNOR pour l'intégration des exosquelettes. Merci pour votre écoute. Merci Hugo Bortejoie. Je vais vous laisser l'opportunité de lui poser des questions si vous le souhaitez. Oui, donc Christiane Louis, consultante handicap et emploi au Cap Emploi de la Gironde. Donc, je travaille particulièrement sur le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Juste, je me posais la question, vous parliez d'un modèle. Vous n'avez testé qu'un seul modèle au départ, parce que bon, après vous en testez d'autres, mais pour le laminage. Non, on avait testé plusieurs modèles au départ et c'est le modèle qui avait été retenu par les opérateurs. Autre question? Monsieur, juste à côté, vous aviez une question, je crois, non? Je peux ajouter, c'était pas prévu, mais vous fonctionnez en mode autonome, vous appuyez pas sur des expériences, je dirais, extérieures ou des compétences extérieures, type CARSAT? Alors non, on travaille en autonomie au niveau du groupe. On a essayé de faire du benchmark aussi dans d'autres entreprises. Alors c'est vrai que l'AFNOR, pour le coup, oui, l'AFNOR nous a permis de faire entre guillemets un benchmark avec d'autres sociétés, notamment Naval Group, qui est aussi très avancé sur les exosquelettes et qui teste beaucoup. Sinon, non, c'est surtout interne. Hein, comme je vous disais, c'est un sujet assez récent, donc pour l'instant, en tout cas, ça reste plutôt en interne. On n'a pas trop sollicité la CARSAT. Un petit peu l'INRS, mais voilà. Et madame au premier rang.
Oui, Magali Caillon de la MSA. Mais déjà, ça m'a impressionné par les investigations que vous faites, mais enfin, vous êtes un très très grand groupe. Et je voulais vous poser la question c'était vrai, cette approche un peu d'ergonomie qu'on a en France est quand même différente des pays anglo-saxons. Donc comment, en fait, ces travaux-là nourrissent aussi la réflexion par rapport à vos sites dans le monde entier, donc étrangers, et comment ils réfléchissent aussi cette question de l'équipement des personnes pour les soulager dans le travail. Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas énormément de sites chez Safran Nacelle anglophones. On a quand même un site en Angleterre. Aujourd'hui, ce n'est fait qu'en centrale. Les ergonomes, de toute façon, sur Safran Nacelle, on est 2 ergonomes, sont au Havre. Et avant tout déploiement ou autre chose, on voulait expérimenter sur le site du Havre. Et parce que de toute façon, en fait, c'est sur le site du Havre qu'on fait toutes les industrialisations qui sont derrière dispatchées en fait dans les différentes, les autres sites. Donc c'est pour ça on a fait le choix et même ce test sur le délaminage. Au moment où on a fait le test, on a plusieurs autres ateliers qui sont venus nous solliciter. Nous aussi, on veut faire des tests. On a tout bloqué au début pour faire un seul test, se concentrer vraiment sur un seul chantier et pas se dispatcher, justement pour sortir le travail le plus qualitatif possible et pas devoir gérer tous les chantiers, parce que pour le coup, j'étais le seul à travailler dessus. Et du coup, alors, pour la question de l'étranger, pour l'instant, la question ne se pose pas trop, en tout cas, parce que rien n'a été validé. Alors, on a quand même un site à Casablanca qui a fait des tests d'exosquelettes et qui sont venus quand même nous solliciter, mais pas de mise en production, en tout cas. Madame, juste là. Et après, monsieur. Merci. Sarah El Makhzoumi, journaliste pour La Vigne. Je me posais quand même une question parce que, en fonction des différentes interventions, vous faites tous des tests via vos entreprises, mais il n'y a pas d'organismes nationaux ou certificateurs qui viennent faire ces tests-là. C'est vraiment individuel, c'est en fonction des moyens des entreprises pour faire des tests. Je trouve, c'est quand même assez incroyable de ne pas avoir d'autres... Oui. Alors, on a une entité quand même nationale, on a l'INRS qui travaille quand même justement sur le déploiement de guides, comme a présenté Benoît, certains guides justement de déploiement ou d'intégration, de choix d'exosquelettes. Par contre, pour tout ce qui est test, pour l'instant, l'INRS veut pas, en tout cas de ce que j'ai compris, veut pas prendre entre guillemets cette responsabilité pour des questions. Ils peuvent pas tester tous les exosquelettes. Ça veut dire choisir certaines marques et pas d'autres. Donc aujourd'hui, on n'a rien, en tout cas pas à ma connaissance, on n'a rien en centrale qui s'occupe de justement faire ces tests. On a des thèses qui sont faites dans les universités, soit avec des entreprises, soit avec des laboratoires, mais on n'a pas, en tout cas, même une entité, sauf justement des rassemblements avec l'INRS ou l'AFNOR, où là on a un temps d'échange avec d'autres sociétés. Benoît Langard, vous vouliez compléter ? Si tu me permets, Hugo. Ouais. Alors, 2 remarques. La première, c'est que le PPBTP, c'est un organisme national. Alors, 2 branches spécialisées dans le BTP, évidemment. On n'est pas une entreprise de BTP, on est vraiment un organisme de prévention du BTP. Et la deuxième remarque, c'est que en fait, ça dépend vraiment énormément de la situation de travail. Et en fait, chaque exosquelette doit être adapté à une situation précise. Et on l'a vu dans le BTP, on s'intéressait aux électriciens. Mais un type particulier de tâche des électriciens qui est du câblage, mais on n'a pas regardé toutes les tâches de l'électricien. Et même dans le secteur agricole, d'un viticulteur à l'autre, ils ne vont pas procéder de la même manière, ils ne vont pas avoir la même tâche, ils ne vont peut-être pas choisir le même exosquelette à la fin. C'est quelque chose qu'on peut a priori pas généraliser, quoi.
Oui, Philippe Aurillac, toujours directeur adjoint du travail à l'ADES Gironde. Deux questions. La première concerne votre démarche, puisqu'elle est essentiellement interne. Quel rôle avec le C2ST dans cette démarche, quand même, parce que bon, les représentants du personnel sont quand même des relais importants hein, dans ce genre de démarche. Et éventuellement avec des services d'inspection du travail hein, qui participent, qui peuvent participer au C2ST, même s'ils ne sont plus membres de droit comme dans les anciens CHSCT. Voilà. Donc, c'est la première question. La deuxième, vous faites ces expérimentations, pardon, excusez-moi, au Havre, mais je pense à d'autres filiales de Safran. Je pense notamment à l'ex-Zodiac Data System qui a été racheté par vous il y a 4 ans, hein, sauf erreur. Là, on n'est pas dans les nacelles, mais dans les montages de systèmes radar fixes et embarqués. Je pense que cette expérimentation pourrait être conduite également dans ce type d'entreprise où effectivement le geste professionnel que commettent ces techniciens pourrait être facilité par ce type d'équipement. Voilà, ça fait 2 questions un peu compliquées, mais bon, la première plutôt sur le dialogue social et la deuxième, bon, est-ce qu'il y aura un élargissement de l'expérimentation? Merci. Alors, pour répondre à la première question donc sur le C2SCT, donc nous, le C2SCT a été introduit dès le début de l'expérimentation. Donc, avant même qu'on pense à mettre en place un exosquelette, ils ont été mis dans le groupe de travail justement pour avoir aussi un pouvoir décisionnaire de dire, ben, voilà, nous, ça nous pose question, on ne souhaite pas forcément mettre en place un exosquelette. C'est pour ça qu'ils avaient aussi, comme tous les membres du groupe de travail, leur mot à dire justement sur l'introduction des exosquelettes. Alors ils étaient plutôt partants pour tester. Voilà. Ils ne voulaient pas que ce soit intégré dès le départ. Ils voulaient qu'il y ait une phase de test et surtout que le service médical soit intégré. Et ça avait été prévu dès le début. Alors pour la deuxième question, aujourd'hui, chaque société est quand même indépendante. Du coup, il n'y a pas encore de projet de généralisation de l'exosquelette. Aujourd'hui, chaque société a son ergonome société et c'est lui qui choisit ou pas s'il va sur ce sujet exosquelette pour la simple et bonne question qu'on n'a pas tous le même niveau de maturité en ergonomie. Comme vous parliez de Zodiac, ils sont arrivés très récemment. Il y a peut-être des choses à faire avant à travailler peut-être en conception avant de penser à intégrer des exosquelettes. Après voilà, ça dépend vraiment des sociétés. Nacelle avait fait le choix de partir sur les exosquelettes parce qu'on est, je pense, une des sociétés où on a le mieux intégré l'ergonomie en conception. Aujourd'hui, chaque projet de conception, l'ergonomie fait partie du groupe de travail sur la réimplantation de lignes. Et maintenant, on va même jusqu'à aller sur la conception produit. Donc, on essaye d'intégrer l'ergonomie à la conception produit. Parce que des fois, on arrive, la pièce elle est déjà designée, elle est déjà faite, mais on se rend compte qu'on a des problèmes d'accessibilité ou des choses comme ça qui font que les opérateurs ils vont devoir prendre des postures contraignantes pour travailler. Donc, essayer de, entre guillemets, tuer ce risque le plus tôt possible. Alors, il y a quand même un pilotage groupe parce que l'ergonome groupe est dans le groupe de travail, bien sûr. Par contre, je ne suis pas sûr que ça remonte jusqu'à un COMEX ou jusqu'à... Je ne saurais pas vous dire ça. Je suis désolé, je ne sais pas vous dire. Merci beaucoup. Peut-être une toute dernière question. Bon, la question restera en suspens. Merci beaucoup, monsieur Portejoie. On se retrouve donc cet après-midi pour des 4 ateliers.